Nous sommes en campagne électorale. Le climat est passionnel, irrationnel. Il y a du suspense et beaucoup de tension. D'une certaine manière, il y a tellement d'événements imprévus que le détail des programmes des candidats passe un peu au second plan. Il y a pourtant une mesure sur laquelle je souhaite revenir, la sortie de l'euro. Avec des nuances dans sa mise en œuvre, elle est annoncée par deux candidats à deux bouts de l'échiquier politique, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, soit quand même plus de 35% des intentions de vote du premier tour à ce jour. Selon tous les deux, ce serait pour la France le moyen de retrouver sa souveraineté monétaire, d'échapper aux diktats de Bruxelles. Mais quelles seraient les conséquences de cette mesure? Beaucoup de scénarios circulent, des optimistes, des pessimistes et des apocalyptiques. Là où tout le monde est d'accord, c'est sur le fait que le retour aux francs serait accompagné d'une dévaluation entre 15 et 30% suivant les auteurs, et qui, voulu ou subi, aurait en principe un avantage. Nos exportations seraient plus compétitives. Les Renault ou Peugeot, par exemple, seraient vendus moins cher à nos voisins. Par contre, nos importations, des automobiles, les composants des automobiles que nous fabriquons seraient renchéris. De même que l'essence, les machines-outils, les textiles, l'informatique, les téléphones. Et l'avantage compétitif ne règle pas tout. Il y a certains biens que nous ne produisons pas ou plus et qu'il faudrait bien acheter ailleurs. L'abandon de l'euro aurait surtout des conséquences considérables sur la dette. La dette publique représente 2160 milliards d'euros. Elle est détenue à 60% par des investisseurs étrangers. Elle a été contractée en euros et devrait être remboursée en euros. Cela signifie qu'elle augmenterait de plusieurs centaines de milliards suivant l'ampleur de la dévaluation. Dans l'entourage de Marine Le Pen, on explique, sans rire, que selon le principe de droit international de la lex monétaire, un État choisit souverainement la monnaie qu'il utilise et peut fixer son taux de conversion. En clair, vous m'avez prêté 100 euros, je vous rends 100 francs, et que ça vous plaise ou non. Vous imaginez sans peine que ce genre d'expédient ne marche qu'une fois, car personne ne vous prête plus jamais par la suite. Ce raisonnement concernant la dette publique pourrait également s'appliquer à la dette privée. Les grandes entreprises et les banques empruntent à l'étranger pour financer des activités situées surtout en France. Elles devraient donc rembourser d'une dette plus élevée avec des recettes dévaluées. Il y a d'autres conséquences probables, comme la baisse de notre note de solvabilité par les agences de notation financière, suivie de la hausse de nos taux d'intérêt. Il faudrait aussi parler des attaques spéculatives contre le franc, du risque de défaut de paiement, ou encore de l'avenir de l'euro sans la France, de la désagrégation de l'Europe et des réactions en chaîne imaginables. En vérité, ce serait une vraie folie de se lancer dans cette aventure. Mais souvenez-vous juste que d'autres projets aberrants ont été promis par des démagogues en Grande-Bretagne et aux États-Unis et qu'ils sont en train d'être mis en œuvre. L'euro n'est pas parfait. Notre groupe réclame d'ailleurs la mise en place d'un gouvernement de la zone euro pour coordonner les politiques fiscales, économiques et budgétaires. Mais l'euro est aussi une vraie réussite européenne, une devise qui nous protège des tempêtes de la finance internationale.